D'abord le Cameroun. Un engin explosif fait 4 blessés à Yaoundé. Ensuite, la Guinée-Conakry, la junte suspend l'exploitation d'un des plus vastes gisements de fer au monde. Puis le Mali, les anciens circuits commerciaux ouest-africains vont-ils fonctionner de nouveau? On termine par le Togo. Les mairies du Grand Lomé privées de l'habilité d'adressage. Nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi qui va plus nous parler du Togo, du sujet portant sur le Togo. Il est le président du mouvement Martin Luther King. Autorité, bonjour, vous allez bien? Oui, salut Michel. Salut Ibrahim Mathias, salut à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau. J'avais raté 2 rendez-vous là. Oui. Je crois que tout s'était bien déroulé. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau d'abord pour me féliciter de la levée des sanctions contre le Mali. Alors, je suis fier de ce peuple qui a tenu, ces dirigeants qui ont tenu. 6 mois, le Mali reste encore le Mali. Les gens disaient la fin, catastrophe. Ouais, au Mali, ça n'a pas eu lieu. Le Mali est toujours debout, le peuple est toujours debout. Le Mali est Mali. Le Mali est Mali et c'est la CEDEAO qui s'est déchirée. Il y a eu beaucoup de divergences entre le chef, à leur image et comme lui. Et la CEDEAO a plus été victime de ces sanctions que le Mali même. Aujourd'hui, le Sénégal, il y a de la joie au Sénégal parce que 6 mois, ça a été très dur pour les transporteurs. Donc je crois que les effets de cette sanction-là ont été plus tragiques au pays de la CEDEAO même. Et donc le Mali se porte très bien. Donc félicitations au président Assimi Goïta et au peuple malien qui ont tenu, au ministre des Affaires étrangères, donc toute l'équipe gouvernementale qui a tenu, qui a trouvé d'autres débouchés ailleurs, donc qui ont permis quand même au Mali d'être debout, de ne pas être asphyxié financièrement et économiquement. Donc bravo. Au même moment, aux dirigeants de la CEDEAO, puisque je fais partie de la communauté, je ne peux pas tout le temps jeter de la pierre à ma communauté, donc aux dirigeants de la CEDEAO quand même, il faut le reconnaître qu'ils ont compris que les effets de cette sanction-là n'ont pas été profitables à la communauté. Donc finalement, de 5 ans, on est venu à 2 ans. Mais c'était aussi une fourchette. C'était une fourchette de 6 mois à 5 ans. Donc c'était pas le plafond. Mais il fallait être précis, pasteur Edo Komi. Non, c'était un plafond. C'était une fourchette. C'était une fourchette aujourd'hui 2 ans. Je crois que 2 ans, c'est déjà bon. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Donc le Mali, pour nous, c'est la voie à suivre pour l'identité et pour la souveraineté de l'Afrique. Donc bravo au peuple malien, bravo au peuple de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, c'est l'une des grandes communautés de l'Afrique. Qu'on le veuille pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'une des grandes communautés qui doit donner. Malgré ses carences, c'est un exemple en Afrique. Malgré ses carences et autres, je suis fier quand même. Je suis fier quand même de cette CEDEAO-là, parce que qui présente quand même des atouts, des garanties plus que les autres. Les autres, on ne les sait même pas. On ne les sait même pas. Voilà, il y a de l'activité, il y a de... Ça, c'est pasteur Edo Komi. Non, bien sûr, il y a de l'action, il y a de la vivacité. Même si le peuple ne se retrouve pas dans certaines décisions, je dis quand même, CEDEAO, je suis fier quand même d'être membre de cette communauté. Et ça, je suis franc. Le journaliste et directeur de publication de Temps Nouveau est également là. Ibrahim Atia, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, bonjour et bonjour au pasteur Edo, le panafricaniste le plus attitré. Donc vraiment, c'est avec fierté que nous avons aussi appris la levée des sanctions contre le Mali. Et même si toutefois il y a encore des sanctions qui planent sur les militaires qui sont au pouvoir là-bas et certains officiels. Mais l'essentiel, c'est qu'il fallait quand même lever ces sanctions-là pour que le Mali renoue avec les autres communautés. Vous savez que l'Afrique, c'est tout un village et les transactions entre les peuples, ça doit passer, quoi. Donc si on prive certains peuples de certaines transactions, vous voyez que c'est des parties entières du continent qui en souffrent. Donc maintenant que c'est levé, on se dit que les choses vont se normaliser et vivement que la junte au pouvoir aussi au Mali joue franc jeu pour que nous tous nous sortions gagnants de cette situation. Allez, on prend la direction du Cameroun. 4 personnes ont été blessées. C'était samedi sur un marché de la capitale de ce pays, Yaoundé, par un engin explosif de faible puissance.
un attentat non revendiqué dans ce pays en proie à une rébellion séparatiste et des attaques djihadistes. C'est vrai, Ibrahim Acha n'aime pas trop cela, des attaques terroristes, c'est ça, non? Oui, alors, le Cameroun est en proie à cela, pour le moment, pas de revendication. Oui, pour le moment, pas de revendication. Et ce sont des actes qui sont coutumiers. En fait, ce n'est pas nouveau. Et les populations savent, même si ce n'est pas revendiqué, les gens savent à proprement parler les groupes qui sont derrière ces attaques. Et vous avez évoqué le cas de groupes séparatistes qui sont à l'ouest du Cameroun et qui sévissent là-bas sérieusement. Et vous savez que ces groupes-là revendiquent une certaine autonomie de leur région, beaucoup plus anglophone. Et donc le Cameroun, qui est un État vraiment bilingue, mais à une domination francophone. Donc ceux qui sont dans la partie anglophone estiment qu'ils ne sont pas à proprement parler pris en compte par le pouvoir central. Et donc ça crée souvent des velléités de conflits, des revendications et tout ça là. Et parfois, c'est par des actions violentes que ces séparatistes-là arrivent à s'exprimer. Et c'est ce qui entraîne souvent les poses d'engins explosifs. Et parfois même, c'est des attaques avec des armes et tout ça là. Donc, cette situation est presque fréquente et les gens savent, même si ce n'est pas revendiqué, les gens savent à proprement parler qui sont derrière ces actes. Et au même moment, je pense que l'État camerounais aussi a conscience que de l'autre côté, la partie anglophone a des revendications légitimes mais à faire valoir. Et donc, il faille à leur niveau aussi travailler, s'investir bien évidemment, travailler sérieusement à améliorer les conditions de vie de ces Camerounais, mais qui sont anglophones. Et jusque-là, vous avez vu que quand les revendications ont commencé, dans cette zone, l'État camerounais a déployé plutôt tout un bataillon. C'est des soldats qu'on a amenés là-bas pour contenir la rébellion, mais avec la présence militaire, c'est vrai qu'ils essaient de contenir, mais vous savez que quand vous portez des revendications légitimes, vous êtes prêts à tout. Et c'est ce que l'on remarque du côté de la partie anglophone du Cameroun. Donc les gens, c'est des jusqu'au boutistes, ils sont prêts à tout faire pour pouvoir retrouver leur autonomie et même pourquoi pas aller vers la sécession. Et c'est là où le problème se pose. Je pense que le travail doit être fait et la communauté internationale doit se montrer aussi très préoccupée par la situation qui sévit dans cette zone, voir éventuellement s'il ne faut pas déjà commencer par trouver des mécanismes pour pouvoir amener les deux zones là vers, surtout les séparatistes là, leur faire entendre raison. Quand je dis faire entendre raison, je ne dis pas que c'est des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe et des enjeux, mais leur faire entendre raison en leur faisant savoir que tout doit passer par le dialogue. C'est par le dialogue que l'on pourra trouver des solutions aux préoccupations légitimes qu'ils expriment dans leur zone. On ne peut pas ne pas évoquer aussi le cas des pêcheurs en eau trouble, parce que quand les situations se présentent comme ça, il y a des malins génies qui s'y glissent, ils en font une récupération, et au fait, ils ont d'autres revendications, disons, beaucoup plus, qui frisent un peu le banditisme, mais qui n'ont pas une certaine essence, dont la quintessence n'est même pas en lien avec les revendications territoriales ou bien les revendications du bien-être que la partie anglophone est en train d'exprimer par moment des actes de violence et tout ça là. Donc il faudrait que très tôt des mécanismes au niveau du continent puissent être mis en branle pour que nous n'assistons pas à une situation qui peut dégénérer en un conflit armé ou bien plus tard déboucher sur ce que nous appelons le génocide, parce que quand des populations de zones différentes commencent déjà par se regarder en chien de faïence, vous comprenez ce que ça peut entraîner. Alors, Pasteur Edo Komi, retour en arrière, en 2020, on sait que ces petites attaques ont déjà émaillé Yaoundé et quelques grandes villes du Cameroun. Ibrahim Acha a parlé de ces groupes séparatistes. Qu'est-ce qu'il faut apporter concrètement? Je vais parler des dirigeants camerounais pour stopper cela. Donc, officiellement, le Cameroun est un pays bilingue. Donc l'anglais et le français, ils sont parlés. Et donc, moi je ne comprends pas pourquoi la partie anglophone peut être marginalisée.
Je ne comprends pas. Et donc, et comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure, les revendications sont légitimes. Et même le sommet de l'État camerounais le reconnaît très bien. Quand vous prenez John Frondi, il est anglophone. Il est anglophone. Il est toujours là, on ne l'entend plus. Il est plus âgé. Le chef charismatique de l'opposition camerounaise. Le leader charismatique de l'opposition du Cameroun, qui avait même gagné, il faut le dire, qui avait même gagné des élections dans ce pays, mais il n'est jamais monté au pouvoir. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'il est emblématique, il sait bien faire la politique, donc aujourd'hui, il n'est plus actif. Mais ça ne veut pas dire que sa région va rester très marginalisée par rapport aux autres. Et ceux qui portent aujourd'hui ces revendications le font parce que quand une partie de la population est lésée et que n'arrive pas à s'exprimer, les gens recourent finalement aux armes, aux méthodes de violence. Apparemment, qui finit par embraser tout le pays. Et comme il a dit, il y a des esprits malins. Parce que quand vous parlez de la communauté internationale, il ne faut pas ignorer que c'est des fabricants d'armes. Quand on parle de la communauté internationale, c'est des fabricants d'armes. Puisque les gens vivent de cette industrie. C'est une industrie. C'est une industrie. Les gens vivent de cette industrie. Quand vous les appelez à venir, c'est que vous ne voulez pas qu'ils fassent encore des chiffres d'affaires. Vous ne voulez pas qu'ils fassent encore des recettes. Donc cette communauté internationale-là va se plaire. Je crois que cette situation peut être réglée en Afrique. Cette situation peut être réglée en Afrique. Peut être réglée même au Cameroun. Si il y a la volonté politique. Donc, je pense bien que l'État central a voulu aller par la méthode forte en déployant des bataillons, ce qui quand même n'est pas une solution durable à cette crise. Parce qu'au même moment, de temps en temps, ces séparatistes-là continuent de s'exprimer et avec des actes de violence. Donc, ce qui fait que l'État camerounais n'est plus l'État entier, parce qu'il y a une partie qui demande son autonomie. Et si l'autonomie ne lui est pas accordée, il faut quand même déployer les services, les services sociaux de base, pour le permettre. C'est une partie abandonnée, visiblement, c'est ce qu'on nous dit. Au même moment que les francophones. Donc aujourd'hui, c'est 2 poids, 2 mesures. Le président Paul Biya, qui est à la fois suisse et puis francophone, qui n'est jamais là au Cameroun, qui dirige par procuration, qui dirige depuis Genève. Qui dirige Non, c'est un Madame Biya. Un état de Vatou. Non, il y a un gouvernement. C'est un état où on ne sait pas qui dirige. Les conseils de ministres durent 1 minute, 2 minutes, et puis bon, c'est fini. Ce n'est pas le cas au Togo où chaque fois il y a le conseil des ministres. Donc c'est pour réfléchir sur les problèmes du pays, pour réfléchir sur les problèmes. Adam est là pour bien sûr. Il va vous répondre. Il va confirmer d'ailleurs. Donc j'avoue quand même que ce qui se passe comme est très critique. Il va falloir quand même que l'État central puisse déployer des services, permettre aux gens de vivre comme les autres. Et c'est ça et cette frustration, on pense qu'on peut régler ça par les méthodes fortes. Mais là, on s'est rendu compte que ça ne donne pas, les résultats ne suivent pas. C'est ça. Les gens, on tente de les réduire en silence, mais on se rend compte qu'ils surgissent encore, ils rebondissent encore, et ils créent encore des situations confuses. Et du coup, ce sont ces populations-là qui sont terrorisées. Ce sont ces populations qui, même quand l'État central envoie des forces de sécurité, j'avoue que ce n'est pas pour des beaux yeux. C'est pour réduire tout ce qui est là, en silence. Mais est-ce que ça va marcher? Bon, donc, je crois que l'État central a failli. Il va falloir remettre les choses à l'État et permettre à cette partie du Cameroun de se retrouver, de se sentir comme citoyen du Cameroun. Et je pense que le problème serait réglé. On a été rejoint par le journaliste togolais Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour Adam, bien habillé, tout va bien? Comme toujours. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le monde. On parlait du Cameroun et de ses attaques à Yaoundé. Le ministre de la Communication attribue l'attaque de samedi à des individus sans foi ni loi, issus de forces obscurantistes, d'où qu'ils viennent. Alors, quelle analyse faites-vous de la sortie du ministre de la Communication du Cameroun? Non, vous savez, la situation de cette partie du Cameroun
interpelle plus d'un. Mais malheureusement, je pense que c'est une politique de 2 poids 2 mesures qui est en train d'être observée. Et cette politique-là a été donc exacerbée par d'abord des gens même de l'exécutif qui estiment que lorsque vous faites l'apologie ou pratiquement vous venez et que vous défendez le fait que ces gens-là sont des Camerounais entièrement à part, c'est vous qui êtes les mieux vus. Ouais. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs même pour faire en sorte que ces gens-là, au sein de les études même, à partir du moment où ceux qui sont censés faire en sorte que nous puissions avoir un changement, puisqu'il y a des lustres que c'est ce problème-là dû, et au regard du fait qu'on ne s'en préoccupe pas assez, on fait révolter des gens et qu'on en est arrivé là. Et donc je pense que quelque part il faudrait quand même qu'on ait une politique qui puisse être en phase avec réellement les aspirations. Parce que lorsque, pour ceux qui ont eu à voyager déjà dans cette partie du Cameroun, vous verrez véritablement qu'il y a un déphasage en termes de développement et en termes même d'infrastructure liées donc à cette localité-là. Tout ça là peut irriter. Non, ça irrite. Bien sûr, ça irrite, ça peut. Ça irrite profondément donc cette portion du Cameroun. Et donc moi je pense qu'il faudrait quand même qu'on ait une politique de clairvoyance pensant véritablement, parce qu'on ne veut pas que ces gens-là aient donc l'autonomie, il faudrait quand même qu'on puisse prendre en compte leurs aspirations et faire en sorte que tout ce qui réclament, d'abord, le tenir compte des cadres venant de cette localité-là, au sein même de l'exécutif, qui soient donc des hommes donc influents. C'est vrai qu'on en a quelques-uns, mais qui ne sont pas réellement des gens qui portent les aspirations profondes de cette population-là. Ils sont là pour la politique politicienne, ce qui n'avantage pas réellement cette partie. Et donc, du coup, tout de suite, les populations de cette localité-là les prennent comme étant pratiquement leur ennemi, puisque quelque part, ils sont appelés comme étant donc les yeux et la bouche de cette partie du Cameroun, mais ils ne le font pas. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une politique de clairvoyance qui fasse en sorte que cette partie-là, on puisse invertir énormément dans ces localités, parce qu'ils ont été pour longtemps oubliés ou pratiquement marginalisés. Il faudrait quand même qu'on puisse régler ou les remettre en face avec le reste du développement, même si le développement dans le Cameroun, dans toute sa globalité, reste à penser. Il faudrait quand même qu'il puisse arriver pratiquement à la même diapason que les autres avant de continuer. Donc, pas de discussion. Parce que quelque part, ça ne se décrète pas. On peut avoir multi-discussions, les tables de discussion, négociations. Lorsqu'il n'y a pas la volonté de pouvoir donc poser des actes tangibles qui puisse convaincre la population, on n'arrivera pas à trouver dans la solution. Allez, on marque la petite pause. On vous retrouve, chers invités, pour la suite.